Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 2. Avec nous, même comme domestique, puisqu'elle s'était bien habituée à notre famille. Mais maintenant je pense qu'elle pensa qu'il valait mieux aller chez son neveu que de commencer une nouvelle vie comme domestique dans une maison étrangère. Quoi qu'il en soit, elle me conseilla d'avoir mon propre ménage bientôt, ou de me marier, afin qu'elle puisse venir m'aider dans le ménage. Je crois qu'elle m'aimait plus que sa propre parenté. Mon frère vint me voir 2 jours avant son départ pour Kyushu et me donnant 600 yens, dit que je pourrais commencer une affaire avec, ou continuer mes études, ou le dépenser de n'importe quelle façon que j'aimais, mais que ce serait le dernier qu'il pourrait épargner. C'était un acte louable pour mon frère. Quoi ? Environ 600 yens. Je pourrais m'en passer, pensai-je, mais comme cette manière inhabituellement simple m'attirait, j'acceptai l'offre avec reconnaissance. Alors il produisit 50 yens, me demandant de les donner à Kyo la prochaine fois que je la verrais, ce à quoi je me conformais volontiers. 2 jours après, je le vis partir à la gare de Shimbashi et n'ai pas revu mes yeux sur lui depuis. Étendu dans mon lit, je méditais sur la meilleure façon de dépenser ces 600 yens. Une affaire est remplie de trop de tracas, et d'ailleurs ce n'était pas ma vocation. De plus, avec seulement 600 yens, personne ne pouvait ouvrir une affaire qui en vaille la peine. Même si j'étais capable de le faire, j'étais loin d'être éduqué, et après tout, je le perdrais. Mieux vaut laisser les investissements de côté, mais étudier davantage avec l'argent. Divisant les 600 yens en 3 et en dépensant 200 yens par an, je pourrais étudier pendant 3 ans. Si je restais à une étude avec une ténacité de bulldog pendant 3 ans, je devrais être capable d'apprendre quelque chose. Alors la sélection d'une école était le prochain problème. Par nature, il n'y a aucune branche d'études quelle qu'elle soit qui attire mon goût. Niais sur les langues ou la littérature. La nouvelle poésie m'était du grec. Je ne pouvais pas comprendre une seule ligne de vin. Puisque je détestais chaque genre d'études, n'importe quel genre d'études aurait dû être la même chose pour moi. Pensant ainsi, je passais par hasard devant une école de physique et voyant une pancarte affichée pour l'admission de plus d'étudiants, je pensais que cela pourrait être une sorte de affinité et, ayant demandé le prospectus, déposai aussitôt ma demande d'entrée. Quand j'y pense maintenant, c'était une erreur due à ma témérité héréditaire. Pendant 3 ans, j'étudiais à peu près aussi diligemment que les autres, mais n'étant pas d'une qualité particulièrement brillante, ma position dans la classe était plus facile à trouver en regardant depuis le bas. Étrange, n'est-ce pas, que quand 3 ans furent écoulés, je diplômai. Je dus rire de moi-même, mais n'y ayant aucune raison de se plaindre, je sortis. 8 jours après ma remise de diplôme, le directeur de l'école me demanda de venir le voir. Je me demandais ce qu'il voulait et y allais. Une école moyenne à Shikoku avait besoin d'un professeur de mathématiques pour 40 yens par mois et il me tâta pour voir si j'accepterais. J'avais étudié pendant 3 ans, mais pour dire la vérité, je n'avais aucune intention soit d'enseigner, soit d'aller à la campagne. N'ayant rien en vue, cependant, sauf l'enseignement, j'acceptais volontiers l'offre. Ceci aussi était une erreur due à la témérité héréditaire. J'acceptais la position et donc dois y aller. Les 3 années de ma vie scolaire, je les avais vues confinées dans une petite chambre, mais sans coup dur, venant ou sans maison brutale. C'était une période relativement facile dans ma vie, mais maintenant je devais faire mes bagages. Une fois, j'allais à Kamakura en pique-nique avec mes camarades de classe tandis que j'étais à l'école primaire, et c'était le premier et dernier, jusqu'à présent, que je sortis de Tokyo depuis que je pouvais me souvenir. Cette fois, je dois aller diablement loin, que cela bat Kamakura d'un mille. La ville prospective est située sur la côte et semblait de la taille d'une pointe d'aiguille sur la carte. Cela ne vaudrait pas la peine d'être regardé de toute façon. Je ne connaissais rien de l'endroit ni des gens là-bas. Cela ne m'inquiétait pas ou ne causait aucune anxiété. Je devais simplement y voyager et c'était la partie ennuyeuse. De temps en temps, puisque notre maison n'était plus, j'allais chez le neveu de Kyo pour la voir.
Son neveu était d'une bonne nature inhabituelle, et chaque fois que je lui rendais visite, il me traitait bien s'il arrivait à être à la maison. Kiyo me louait jusqu'au ciel auprès de son neveu juste devant mon visage. Elle alla si loin une fois que de dire que quand j'aurais diplômé de l'école, j'achèterais une maison quelque part dans Kojimachiku et obtiendrais un poste dans un bureau gouvernemental. Elle décida tout à sa manière et en parla à haute voix, et je fus fait auditeur involontaire et timide. Je ne sais pas comment son neveu pesa ses comptes d'auto-indulgence sur moi. Kiyo était une femme de l'ancien type et semblait, comme si c'était encore les jours des seigneurs féodaux, considérer son neveu également sous obligation envers moi, tout comme elle l'était elle-même. Après avoir réglé ma nouvelle position, je lui rendis visite 3 jours avant mon départ. Elle était malade alitée dans une petite chambre, mais, en me voyant, elle se leva et immédiatement demanda « Maître chéri, quand commences-tu ton ménage ?» Elle pensait évidemment aussitôt qu'un gars finit l'école, l'argent vient dans sa poche par lui-même. Mais alors, quelle absurdité d'appeler un si grand homme chéri. Je lui dis simplement que je laisserais la proposition de maison de côté pour quelque temps, car je devais aller à la campagne. Elle sembla grandement déçue et lissa blanquement ses mèches grises sur les côtés. Je me sentis désolé pour elle et dis réconfortant « Je m'en vais mais reviendrai bientôt. Je reviendrai dans les vacances l'été prochain, sûr. » Toujours, comme elle ne semblait pas pleinement satisfaite, j'ajoutai « Je t'apporterai une surprise. Qu'est-ce que tu aimes ?» Elle souhaitait manger du sazaham, une gelée de riz sucré enveloppée dans des feuilles de bambou de la province d'Echigo. Je n'avais jamais entendu parler de sazaham d'Echigo. Pour commencer, l'emplacement est entièrement différent. Il n'y a pas de sazaham dans le pays où je vais, expliquai-je, et elle répliqua « Alors dans quelle direction ?» Je répondis « Vers l'ouest » et elle revint avec « Est-ce de l'autre côté de Hakone ?» Cet échange de conversation fut trop pour moi. Le jour de mon départ, elle vint à ma chambre tôt le matin et m'aida à faire mes bagages. Elle mit dans mon sac de voyage de la poudre dentifrice, une brosse à dents et des serviettes qu'elle dit avoir achetées dans un magasin de tissus secs sur son chemin. Je protestai que je n'en avais pas besoin, mais elle fut insistante. Nous roulâmes en pousse-pousse jusqu'à la gare. Venant sur le quai, elle me regarda de l'extérieur de la voiture et dit à voix basse « Ceci pourrait être notre dernier au revoir. Prends soin de toi. » Ses yeux étaient pleins de larmes. Je ne pleurais pas, mais étais presque sur le point de le faire. Après que le train eut couru quelque distance, pensant que ce serait bon maintenant, je passai ma tête par la fenêtre et regardai en arrière. Elle était toujours là. Elle semblait très petite. Chapitre 2. Avec un sifflement long et sonore, le vapeur à bord duquel je me trouvais s'immobilisa, et l'on aperçut une embarcation qui se dirigeait vers nous depuis la rive. L'homme qui ramait était complètement nu, à part un morceau d'étoffe rouge enroulé autour des reins. Un endroit barbare, celui-là, quoiqu'on pût l'excuser par une chaleur aussi accablante. Les rayons du soleil étaient si violents et l'eau scintillait de couleurs si étranges qu'ils éblouissaient la vue, si l'on les fixait trop longtemps. Un employé du navire m'avait dit que je devais débarquer ici. L'endroit ressemblait à un village de pêcheurs de la taille d'Omori. Sacrebleu, je ne resterai pas dans un tel trou, pensai-je, mais je devais quand même descendre. Alors, je sautai le premier dans l'embarcation, et je crois que 5 ou 6 autres me suivirent. Après avoir chargé environ 4 grandes caisses en plus, l'homme au tissu rouge nous ramena à terre. Quand le bateau toucha le sable, je fus encore le premier à sauter dehors, et aussitôt j'interpellai un gamin maigre qui se tenait debout à proximité, lui demandant où se trouvait l'école moyenne. Le gamin répondit d'un air vide qu'il ne savait pas. Au diable l'abruti! Ne pas savoir où est l'école moyenne, quand on habite dans une ville si minuscule. Alors un homme vêtu d'un accoutrement aux manches courtes et de forme bizarre s'approcha de moi et me fit signe de le suivre. Je marchai derrière lui et fus conduit à une auberge appelée Minatoya. Les servantes de l'auberge, qui me firent une impression désagréable, s'écrièrent en chœur à ma vue « Entrez donc, je vous prie !» Cela me découragea d'aller plus loin, et je leur demandai, en me tenant sur le seuil, de m'indiquer l'école moyenne. Quand on me dit que l'école moyenne se trouvait à environ 4000 en chemin de fer, je fus encore plus découragé de loger là.
J'arrachai mes 2 valises à l'homme aux manches bizarres qui m'avait guidé jusqu'alors et m'éloignai d'un pas résolu. Les gens de l'auberge me regardèrent partir avec une expression ahurie. On trouva facilement la gare et j'achetai un billet sans aucune complication. Le wagon dans lequel je montais avait à peu près la dignité d'une boîte d'allumettes. Le train roula pendant environ 5 minutes, puis je dus descendre. Pas étonnant que le tarif fût bon marché, cela coûtait seulement 3 cents. Je louai ensuite un pousse-pousse et arrivai à l'école moyenne. Mais l'école était déjà finie et il n'y avait personne. Le professeur de service la nuit était sorti pour un instant, dit le concierge. Le surveillant de nuit prenait la vie à la légère, c'est sûr. Je pensais rendre visite au directeur, mais étant fatigué, j'ordonnai au conducteur de pousse-pousse de me conduire à un hôtel. Il le fit avec beaucoup d'empressement et me mena à un hôtel appelé Yamashiroya. Je trouvais plutôt amusant de constater que le nom Yamashiroya était le même que celui de la maison de Kantaro. On m'installa dans une chambre sombre sous l'escalier. Personne ne pouvait rester dans un endroit aussi chaud. Je dis que je n'aimais pas une chambre aussi étouffante, mais la servante déposa mes valises par terre et me laissa, marmonnant que toutes les autres chambres étaient occupées. Alors j'acceptai la chambre, quoiqu'il fallut quelque courage pour supporter la chaleur accablante. Au bout d'un moment, la servante dit que le bain était prêt, et j'en pris un. Sur mon retour de la salle de bain, je jetai un coup d'œil autour et trouvai beaucoup de chambres, qui semblaient bien plus fraîches que la mienne, vacantes. Sacrebleu! Ils avaient menti. Peu après, elle apporta mon souper. Bien que la chambre fût chaude, le repas était bien meilleur que ce que j'avais l'habitude d'avoir dans ma pension. Tout en me servant, elle me demanda d'où je venais, et je dis « de Tokyo ». Alors elle demanda « Tokyo n'est-il pas un endroit agréable ?» Et je répliquai « Pariez que si ». Au moment où la servante atteignait la cuisine, on entendit de grands rires. Il n'y avait rien à faire, alors j'allais me coucher, mais ne pus dormir. Non seulement il faisait chaud, mais c'était bruyant, environ 5 fois plus bruyant que ma pension. Tout en somnolent, je rêvais de Kiyo. Elle mangeait du sasa ame de la province d'Echigo sans enlever l'enveloppe de feuilles de bambou. J'essayai de l'arrêter, disant que les feuilles de bambou pouvaient lui faire du mal, mais elle répondit « Oh non, ces feuilles sont très bonnes pour la santé », et les mangea avec grand plaisir. Stupéfait, je ris « Ha 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 » et ainsi m'éveillai. La servante ouvrait les volets extérieurs. Le temps était aussi clair que le jour précédent. J'avais entendu dire une fois auparavant que lorsqu'on voyage, on doit donner de l'argent pour le thé, à l'hôtel ou l'auberge où l'on s'arrête, que sauf si cet argent pour le thé est donné, l'établissement vous accorderait un traitement plutôt rude. Cela devait être à cause de ma lenteur à remettre cet argent pour le thé qu'il m'avait fourré dans une chambre si étroite et sombre. De même, mes vêtements usés et mes sacs de voyage et mon parapluie de satin devaient en être responsables. Ils m'avaient pris pour un radin, hein. Ces pecnos, je leur donnerai une leçon avec l'argent pour le thé. J'avais quitté Tokyo avec environ 30 yens dans ma poche qui restaient de mes frais scolaires. Après avoir déduit le tarif du chemin de fer et du vapeur et autres dépenses accessoires, j'avais encore environ 14 yens en poche. Je pouvais leur donner tout ce que j'avais. Qu'est-ce que cela me faisait? J'allais toucher un salaire maintenant. Tous les gens de la campagne sont des avares, et un billet de 5 yens les frapperait d'aplomb. Maintenant regardez et voyez. M'étant lavé, je retournai à ma chambre et attendis, et la servante de la veille apporta mon petit déjeuner. Me servant avec un plateau, elle me regarda avec une sorte de sourire sardonique. Impoli, y a-t-il un défilé qui marche sur mon visage? Je veux dire, même mon visage est bien meilleur que celui de la servante. J'avais l'intention de donner l'argent pour le thé après le petit déjeuner, mais je fus dégoûté et sortant un billet de 5 yens lui dis de le porter au bureau plus tard. Le visage de la servante devint alors timide et embarrassé. Après le repas, je partis pour l'école. La servante n'avait pas ciré mes chaussures. J'avais eu une idée vague de la direction de l'école quand j'y avais été conduit la veille. Alors, tournant 2 ou 3 coins, j'arrivai à la porte principale. De la porte à l'entrée, le chemin était pavé de granit. Quand j'étais passé à l'entrée en pousse-pousse, ce chemin avait fait un bruit si outrageusement fort que je m'étais senti gêné.
Sur mon chemin à l'école, je rencontrai un certain nombre d'élèves en uniforme de toile et ils entrèrent tous par cette porte. Certains étaient plus grands que moi et semblaient bien plus forts. Quand je pensais qu'il fallait enseigner à des gaillards de cette espèce, je fus impressionné d'une sorte d'inquiétude bizarre. Ma carte fut portée au directeur, dans la chambre duquel je fus introduit aussitôt. Avec une moustache rare, la peau foncée et de grands yeux, le directeur était un homme qui ressemblait à un blaireau. Il affectait studieusement un air de supériorité, et disant qu'il souhaitait me voir faire de mon mieux, me remit la lettre de nomination estampillée en grand, d'une manière solennelle. Cette lettre, je la jetai dans la mer en revenant à Tokyo. Il dit qu'il voulait me présenter à tous mes collègues professeurs, et que je devais montrer à chacun d'eux la lettre de nomination. Quelle corvée! Il vaudrait bien mieux afficher cette lettre dans la salle des professeurs pendant 3 jours, plutôt que de passer par un procédé aussi simiesque. Les professeurs ne seraient pas tous dans la salle avant que la cloche de la première heure eût sonné. Il y avait amplement de temps. Le directeur sortit sa montre, et disant qu'il me familiariserait en détail avec l'école plus tard, il ne me fournirait maintenant que les généralités, et entama un long discours sur l'esprit de l'éducation. Pendant un moment, je l'écoutais l'esprit à moitié ailleurs, mais vers la moitié de son discours, je commençais à réaliser que je serais bientôt dans de beaux draps. Je ne pourrais aucunement faire tout ce qu'il attendait de moi. Il s'attendait à ce que je me fasse un exemple pour les élèves, devienne un objet d'admiration pour toute l'école, où exerce mon influence morale, outre enseigner les connaissances techniques pour devenir un véritable éducateur ou quelque chose de ridiculement pompeux. Aucun homme avec de si admirables qualités ne viendrait si loin pour seulement 40 yens par mois. Les hommes sont généralement tous pareils. Si l'un s'excite, il est susceptible de se battre, pensais-je, mais si les choses doivent se passer comme le dit le directeur, je pourrais à peine ouvrir la bouche pour dire quoi que ce fût, ni me promener dans les environs. S'ils voulaient que je remplisse un poste aussi onéreux, ils auraient dû dire tout cela avant. Je déteste de mentir, j'abandonnerais l'affaire comme ayant été trompé et sortirais de ce pétrin en homme sur le champ. Il ne me restait qu'environ 9 yens en poche après avoir donné 5 yens à l'hôtel. 9 yens ne me ramèneraient pas à Tokyo. J'aurais mieux fait de ne pas donner de pourboire à l'hôtel. Quel dommage. Cependant, je serais capable de m'en arranger d'une manière ou d'une autre. Je considérais qu'il valait mieux manquer d'argent pour le retour que de mentir. Je ne peux pas le faire comme vous le voulez. Je rends cette nomination. Je repoussai la lettre. Le direct